vois, le management toxique, il y en a beaucoup. Ils ont des ordres supérieurs, ils doivent juste l'appliquer. Il n'y a plus le côté humain. C'est pour ça que tout le monde se bat, en fait, tout simplement. Et être un bon manager, ça s'apprend. Soit tu as le mental et tu te dis, c'est une expérience que je dois vivre, je vais le vivre à fond et ça va bien se passer. Soit tu te dis, ah, c'est compliqué. Et moi, j'étais là pour, je vais kiffer, je vais y aller et je le vis qu'une fois dans ma vie. Miss France, c'est qu'une fois dans la vie. Et j'ai tout fait pour arriver jusqu'à là. C'est pas maintenant en l'IA que tu vas tout lâcher. Vous voulez développer votre chiffre d'affaires, vous voulez optimiser le travail et la performance de vos commerciaux et de votre activité commerciale, je vous invite à collaborer avec Pipedrive, le premier CRM conçu par des commerciaux pour des commerciaux. Vous avez tout, de la capture de prospects, de l'analyse de l'emailing, tout ce que vous voulez en un. Enfin, un CRM qui va vous permettre de pouvoir augmenter vos ventes. Si vous voulez collaborer avec eux, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Pipedrive sponsorise cet épisode. Pipedrive nous font confiance, faites-leur confiance. Je suis super content de te recevoir sur mon podcast. Franchement, Merci, je sais que tu as envie de rire parce que ce qui s'est passé avant, c'était une masterclass des bêtisiers, de la rigolade. Mais j'ai eu un fou rire, mais franchement, merci pour cette invitation, parce que quelle journée, c'est incroyable. C'est génial. D'être avec toi. Merci. En fait, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, il y a toute une équipe derrière. Ils sont 50, non, ils sont que 2, mais on a les meilleurs et on a rigolé Et commencer des vidéos de cette façon, franchement. Il n'y a rien à dire. Et l'une des raisons pour lesquelles je t'ai invité, c'est parce que je suis tombé sur des vidéos où tu as toujours le sourire. Et tu inspires le bonheur. Oh, merci. Et c'est la première chose, en fait, que je me suis dit quand j'ai vu tes vidéos. Et moi, en général, les gens qui inspirent le bonheur comme ça, c'est qu'ils ont une vie qui n'a pas été facile. Et tu as vu quelle vidéo en particulier ? Alors, ne m'en demande pas trop. Okay. J'ai vu des vidéos où, en fait, tu parles beaucoup de bien-être et de santé mentale. Ouais. Et je crois que tu en as fait aujourd'hui. Oui, j'en ai fait une bonne 50aine déjà. Voilà. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai commencé les réseaux sociaux bien avant. Ok. À travers Miss France. Ok. Donc en fait, si je te raconte un tout petit peu mon parcours. Vas-y. Non, j'aimerais pas commencer comme ça en fait. Bah vas-y, commence comme tu veux. Tu es maître de ce que tu veux dire. Bah déjà, avant que tu commences, moi j'aimerais bien que tu me dises d'où tu viens, parce que je crois qu'on a des similitudes dans notre parcours de vie. Et je crois que tu es arrivé à l'âge de 15 ans en France, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc je m'appelle Anlia, hein, comme tu le sais. J'ai 26 ans et je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans. J'ai vécu à Madagascar, je suis née à Madagascar. Ok. Toute mon enfance, je l'ai vécue là-bas avec ma mère. Donc c'était une enfance vraiment très joyeuse, bien entourée. J'étais avec ma mère et ma grand-mère. Ok. Et mon père, il vient de Mayotte. Donc c'est le mélange de Madagascar, Mayotte. Oui. Et je suis arrivée à 15 ans du coup pour les études. Et attends, tu es arrivée seule ? Oui, je suis arrivée toute seule, 15 ans, comme ça. Toute seule. Ok. Toute seule. En fait, ma mère, elle m'a dit Lila, c'est le moment de partir parce que tu as un meilleur avenir, en fait, tout simplement en France. À Madagascar, ça se passait très bien, mais tu sais, oui, je comprends. Un pays on a une où, similitude dans exact, le parcours. Donc juste pour l'avenir. Et elle m'a envoyée ici. Donc j'étais à Lyon. Ok. Et là, franchement, dépaysement total. Hein. Ben oui, déjà, rien que pour le temps. Ouais, c'est ça. Et même déjà à l'aéroport, à 15 ans, c'était la première fois que je prenais l'avion. Première fois. Première c'est énorme. Et du coup, c'était une expérience de fou parce que je me rappelais que, tu vois, pour les chariots, il fallait mettre 1 euro. Et du coup, t'as galéré, quoi. J'ai galéré parce que j'avais rien du tout. Mais ce qui est bien, c'est que ça forge, en fait, tout simplement. À 15 ans, on te dit, tu arrives en France, tu arrives à Paris-Charles de Gaulle, tu dois prendre un autre aéroport pour aller à Lyon, donc toute seule, sans aide, et ça te forge le mental dès toute petite. Ok. Et donc, je suis arrivée pour faire mes études. J'étais au lycée, donc j'ai fait le lycée général, et après, j'étais partie à la fac. Mais le dépaysement total, c'était autour vraiment de la culture, du temps aussi, de la saison. On ne connaît pas l'hiver là-bas, tu vois. Donc c'était... jusqu'à maintenant, franchement... Mais je te comprends parce que moi, je suis né à Dakar, au Sénégal.
Et mon grand frère devait venir faire ses études en France. Il avait 18 ou 19 ans et ma mère était venue me voir. Je me rappelle toujours comme si c'était hier dans ma chambre. Ouais. Elle me dit, ton frère va aller sur Montpellier faire Ouais. ses études. Est-ce que tu veux y aller avec lui? Et moi, je me rappelle, j'avais vu mon frère pas loin. Il dit, pourquoi elle me met le petit Pourquoi on me met le avec petit? moi? Moi, je voulais y aller tranquille. Et je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite switché. J'ai dit, j'y vais. Et quand je suis arrivé en France, j'ai compris ce que tu vis là, les changements de comportement, de Ouais, mentalité, c'est de ça. temps, même d'environnement. Il y a tout qui change et je crois que c'est grâce à cette expérience, et je pense pour toi aussi, qu'aujourd'hui, bon, tu es plus jeune que moi, quelle que soit la situation sur laquelle tu vas tomber, Mm. tu pourras t'adapter. C'est ça, c'est l'adaptation. En fait, c'est vraiment ça le mot-clé. C'est que maintenant, je peux aller dans n'importe quel pays, je m'adapte facilement. Et ça, c'est un plus où je remercie ma mère d'ailleurs de m'envoyer si tôt dans un pays étranger parce que ça m'a tellement forgé le mental. J'ai gagné en maturité Oui, ça va et vite. j'ai gagné aussi même en expérience. En fait, j'arrive Ok. à relativiser quelque chose comme ça et c'est super. Et du coup, tu as dit que tu venais de Madagascar, donc tu es venu en France, mais tu as un côté Mayotte, c'est ça? Oui, c'est ça. Un côté Mayotte, du coup, venant de mon père. Ok, Donc, il est mahorais et indien aussi. ok, Donc, le mélange. Donc, moi, je n'ai pas vécu à Mayotte, mais ok. j'ai fait Miss Mayotte. Alors, comment pourquoi, comment tu es tombé sur ça? Tu t'es dit, tu t'es levé un matin, tu as dit, je vais devenir Miss Mayotte? Non, ça n'a pas commencé comme ça. C'est vraiment une histoire très personnelle parce Ok, que quand j'étais partie en France, je n'étais pas beaucoup en contact avec mon père et après, en fait, il est décédé. d'accord. Il est décédé et ça a été tragique. Et en fait, tout simplement, je voulais retourner aux sources parce que je n'ai pas vu mon île depuis un moment, tu vois. D'accord. Et je suis revenue, enfin, je suis partie à Mayotte. J'ai pris mon sac à dos. Je me suis dit, je vais aller à Mayotte. Ok. J'ai envie de rencontrer en fait mes demi-frères, mes demi-sœurs. D'accord. J'ai envie de rencontrer la famille du côté de mon père. Et au départ, c'était compliqué parce que toute seule, ma mère voulait pas. Oui, une Toute petite seule, appréhension, c'est c'était une normal. petite appréhension. Hein, mais Elle voulait te après, protéger peut-être c'est même. exactement ça. Mais après, je devais faire ça en fait pour mon histoire, pour moi et pour mon père aussi, et D'accord. pour ma famille. Et je suis partie là-bas pour rencontrer toute ma famille. Et en même temps, l'élection de Miss Mayotte tombe au bon moment. Ok. Donc on m'a dit, il faut que tu passes le casting, il faut que tu fasses l'élection de Miss Mayotte, ce serait trop bien, etc. Il s'avère que le monde de Miss m'avait toujours intéressée parce que quand j'étais à Lyon, j'ai fait l'élection de Miss Rhône-Alpes. Ok. Donc j'ai fini toujours par être... parce que Miss Rhône-Alpes, c'est par... comment dire? Il faut d'abord passer à Miss Lyon, Miss Rhône, et pour arriver à Miss Ok. Rhône-Alpes, Miss Ça, Régionale. vu que Donc c'est grande j'ai toujours ville. fini deuxième en fait. Ok. Je n'ai jamais eu la place de la Miss. Et je me suis dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis quelqu'un, j'ai une âme de persévérante. Je me suis dit, bon, Tu peut-être lâches pas. c'est pas mon jour, c'est pas le moment. Et peut-être que un jour ça arrivera. Et le jour où ça arrivera, c'était à Mayotte en fait, tout simplement, dans l'île, sur mon île. Et du coup, j'espère que mon père est fier de moi tout là-haut, tout Mais simplement. c'est magnifique ce que tu dis parce que tu es reparti pour te ressourcer, Je suis pour repartie faire connaissance pour faire avec connaissance. Hein. le côté paternel. Et en plus, c'était un peu comme lui rendre hommage, en fait, cette élection, et tu gagnes. Et je gagne. C'est énorme, quand même, Ouais, non? C'est en termes de sentiments. ouais, c'est incroyable. Et j'ai eu les larmes aux yeux quand on avait annoncé Miss Mayotte 2020 et Anlia Sharifa. Ok, Et je m'attendais pas du tout parce que pour moi, c'était comme, une grosse victoire parce que ça a cassé la malédiction d'être tout le temps deuxième. ok. Je sais pas si... Oui, oui, je vois ce que Parce tu que dis. tout le temps, on te dit, t'es première dauphine, t'es première dauphine, t'es première dauphine. Et là, tu as gagné. Donc, du coup, je me suis dit, le travail paye toujours. Et en même temps, la sincérité, la pureté de l'âme et du cœur
paye toujours, en fait. Ok. Et en plus, là, c'était pour Et les bonnes choses que tu le c'est faisais. ça, et j'aurais bien Or que aimé. peut-être que sur Lyon, c'était juste pour Miss France, mais il n'y avait pas d'objectif émotionnel, Non. de valeur. Or que là, la Ouais, réussite n'est pas la même quand même. Ouais, c'est sûr. Et donc de là-haut, j'espère qu'il est fier de moi. Et après, je suis partie à Miss France. Ok. Donc c'est une grosse expérience, un gros changement parce qu'en fait, pendant un mois, tu es entouré que de l'équipe de Miss France et c'est un mois de rêve en fait. En fait, Ok. soit tu le vis différemment, soit tu le vis mal, soit tu le vis bien. Ok. Moi, je l'ai bien vécu. Par contre, c'était pendant la période du Covid. D'accord. Donc, Ah oui, c'est vrai. on ne pouvait pas voyager, donc on T'as était pas de chance, resté toi. en T'as France. fait le Miss France en prison. En plus, en même temps, on avait le masque. Ok. Ouais, c'était compliqué, mais ils arrivaient bien à tourner la chose, en Ok. fait. On sentait pas, en fait, qu'il y avait quelque chose de pas bon dans cette élection. Mais après, il n'y avait pas de public. Ok. Mais j'en tire vraiment beaucoup de souvenirs et beaucoup d'amitié aussi. Donc, j'ai eu. Mais avant qu'on parle de Miss France, Ouais. tout ça, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton arrivée en France. Ouais. Comment tu faisais pour vivre? Pour vivre? Ouais, tu travaillais déjà à 15 ans? Non, à 15 ans, quand je suis arrivée toute seule ici, il y a la sœur de ma mère Ok. qui m'a accueillie. Et comment dire? Elle m'a accueillie chez elle. Donc, j'ai pu faire mes études. À côté, j'étais encore au lycée. Et à partir de 17 ans, 18 ans, je crois, j'ai commencé à travailler, à avoir des petits jobs étudiants. Ok. Pour me payer tout simplement le permis, pour me Oui, payer débrouillarde, quoi. Oui, je suis une grosse débrouillarde et je suis vraiment une débrouillarde parce que pour moi, je me suis fait un peu toute seule aussi, si je peux me le Ouais, bien permettre. sûr, je te comprends. Ouais, donc j'ai commencé à travailler pour des petits jobs. J'ai commencé à travailler pour être vendeuse chez Hollister, chez Zara. Je gagnais des 300 €, je mettais de côté. J'ai eu de la chance aussi d'être boursière. Donc ça aussi, à chaque fois, j'ai eu de l'argent, je mettais de côté. J'ai pu arriver à payer mes heures de conduite, mon Ouais, permis. tu avais cette notion de se débrouiller, de mettre de côté pour pouvoir c'est rare d'avoir ça tôt. Ouais, On a souvent tendance à ces âges-là peut-être à flamber. c'est Mais ça. toi, en fait, tu n'as pas eu le choix, quoi. À 15 ans, tu es arrivé, tu as dû te débrouiller, avoir une maturité plus rapide. Je te comprends, moi, j'ai vécu Parce ça. que toi aussi, quand tu es arrivé ici... Mais moi, quand je t'as fait suis arrivé du coup avec mon grand frère, on vivait ensemble. Et moi, mes parents n'étaient pas très riches quand même. Et ils avaient beaucoup économisé enfin presque toute leur vie, hein, en réalité, pour qu'on puisse venir en France avec mon frère pour nous offrir une bonne vie. Non. Et quand je suis arrivé en France, je me rappelle, je suis arrivé le 9 août 1997. Je me rappelle toujours de cette date, c'était un an avant la Coupe du Monde. Et il faisait chaud. Il faisait chaud. Et donc pour moi, ça changeait pas trop. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des copains tout seul, enfin voilà, avec le foot et tout. C'est plus facile. Quand tu as un ballon de foot, tu vas dans un stade, tu demandes aux gens de jouer avec toi. Jusqu'à encore aujourd'hui, j'en connais des comme ça, enfin des copains comme ça. Ouais. Et pour soulager mes parents, parce qu'ils nous envoyaient des sous, mais ils envoyaient très peu. Oui, ce qu'il pouvait. Voilà, ce qu'ils pouvaient. Je suis allé faire des ménages avant d'aller en cours. De la seconde à la terminale, enfin seconde, première, terminale. Des ménages. Des ménages. Oui, j'allais dans des cages d'escalier, je travaillais pour une petite boîte de nettoyage. Je faisais ça et après j'allais en cours. Et quand j'allais en cours, voilà, parce que j'étais pas très école. Mais si mes parents ils m'écoutent, pardon. Ils le sauront peut-être, ils le savent maintenant. Mais voilà, donc je travaillais, je me suis fait un peu tout seul. Mon frère aussi faisait la même chose. Et mes parents nous ont rejoints 1 an et demi après. D'accord. Et ils se sont installés. Ils se sont installés à Montpellier. Et moi, je me rappellerai toujours, je n'ai jamais fait de bêtises quand mes parents n'étaient pas là. Mais dès qu'ils sont arrivés, c'est là où j'ai commencé à faire des bêtises dans ma jeunesse. Tu penses parce que c'est une situation ouais, de c'était. confort En fait, moi, à l'époque. C'est pas comme maintenant quand mes parents, ça fait plus de 25 ans quand même.
Ça fait longtemps. Je crois que tu avais 1 an Oui. quand je suis arrivé en France. C'est beaucoup. Non, c'était en 97. 97, ouais. Ouais. Mes parents, quand ils devaient m'appeler, c'était par téléphone fixe. Ok. Et à l'époque, c'était cher. Tu vois, Ça fonctionnait par donc, crédit. quand les carte parents crédit. ils écrivaient un courrier, on va t'appeler à tel jour, à telle heure. Ok. Tu avais intérêt à être au téléphone. Mm. Et pour pas les inquiéter, s'il m'arrivait un problème, j'avais cette conscience de me dire comment mes parents vont pouvoir gérer. Tu vois, c'était loin, il n'y avait pas. Mais tu sais que moi, j'ai eu la même conscience parce que tout ce que je faisais pour moi aussi, mais en même temps, le sacrifice que ma mère elle a fait, j'avais pas envie de la rendre triste ou la décevoir en fait. Et à chaque fois, je pensais à j'espère qu'elle va bien, j'espère qu'elle va. Quand elle m'envoie un message, je réponds tout de suite. C'est un lien. Je sais pas, peut-être tu le ressens. Je le comprends, c'est un lien de confiance. C'est ça. Et c'est un engagement mutuel parce que je t'envoie, mais quand tu es là-bas, s'il te plaît, fais pas n'importe quoi. C'est ça. Et c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question aussi de que la personne qui t'a envoyé, c'est quand même les parents. Il faut qu'ils soient tranquilles dans leur tête et qu'ils aient fait le bon choix. Donc, je comprends tout ce que tu vis, quoi. Donc, on revient un petit peu sur le Miss France. Donc, tu as fait Miss France. Oui, j'ai fait Miss France en 2020, décembre 2020. Donc, j'ai été élue Miss Mayotte le 7 novembre, je crois. Ouais, 7 novembre 2020. Et un mois plus tard, j'allais directement à Miss France. Donc, pendant les 1 mois de préparation de valise, c'était vraiment un autre monde pour moi parce que j'étais juste étudiante. Je ne savais pas ce que j'allais vivre, en fait, tout simplement. C'était un conte de fées parce que je voyais tout le temps à la télé, les filles sont... Elles ont tout, elles sont ultra belles. Et là, en fait, il y a un sentiment de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va bien se passer? Un pressentiment toujours. Mais j'étais quelqu'un, comme je t'ai dit, de persévérante, de positive. Et pour moi, c'est une expérience. C'est ça. Pour moi, c'est une expérience. Et arriver à l'élection de Miss France, si je me rappelle bien, ça fait maintenant depuis 4 ans. Hein. J'arrive... On était en fait au départ séparés, donc les Miss Dom-Tom. On nous appelait les doudous. Donc les Miss Dom-Tom arrivaient et après les Miss du Métropole. Donc on était au total 30 filles. Donc moi je représentais Mayotte. Et il faut savoir que Mayotte, ça faisait des années, mais vraiment des années qu'on ne passait pas à l'étape de finaliste. Ah oui, depuis 2003, je crois. Donc, pour moi, j'arrivais déjà avec un... Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Challenger, mais maximum. C'est ça. Et donc, les filles, elles étaient toutes belles, toutes intelligentes. Donc, c'était comme un marathon, en fait, parce qu'on nous dit il faut se lever à 6 heures du matin. Là, vous arrivez, prenez votre écharpe. Donc là, Mayotte, tac, on vous appelle par votre nom de... Comment dire ça? De région, c'est ça. Votre nom de région, donc on ne vous appelle pas par votre prénom. Déjà, ça m'a choquée. Je me suis dit, bon, je m'appelle quand même en Lia. Mayotte, Réunion, Rhône-Alpes, ça se passait comme ça. Mais en tout cas, l'équipe, super sympa. J'arrive, on avait notre hôtel, on avait notre chambre. Comme c'était la période du Covid, donc on était toutes seules avant... jusqu'à maintenant, en fait, les filles sont toujours en duo. Oui, pas en duo, ok. Et moi, j'avais ma chambre toute seule, donc c'était positif. Et donc, c'est comme un marathon, en fait. C'est comme un entraînement de militaire, parce que tout simplement, on nous dit de se lever à 6 heures pour aller à l'espace coiffure, maquillage. Après, il y a les journalistes. Et après, on doit aller voir des partenaires. Ça se passe comme ça tout le temps, et en talons en plus. Vu que moi, je suis quelqu'un qui porte tout le temps des baskets. Là, on me dit, porte des talons de 12 cm. J'ai dit, hey Pendant 1 mois. Je me suis dit, ok. C'est pas grave, on y va quand même. Et j'avais des petites blessures partout, mais je mettais des pansements. Mais tout le temps, tu montrais jamais que tu avais mal. Non, j'avais vraiment cette fougue. Et après 2 semaines de préparation, en fait, pendant 1 mois, il y a 2 semaines d'entraînement. Donc, tout ce que vous voyez à la télé, du début jusqu'à la fin, tout est parfait, les filles qui sourient, rien, il n'y a pas de défaut. Tout ça, c'est un entraînement de 2 semaines, depuis 6 heures jusqu'à 19 heures, tous les jours.
6h, 19h, 6h, 19h. Après, on a une pause, bien sûr, le week-end. Ok. Mais c'était comme ça, quoi. Donc, les personnes qui... Soit tu as le mental et tu te dis, c'est une expérience que je dois vivre, je vais le vivre à fond et ça va bien se passer. Soit tu te dis, ah, c'est compliqué, ah, je me sens pas à la hauteur, oh, celle-là, elle est plus belle, oh, mais elle est plus intelligente, mais moi, de toute façon, je vais pas passer. En fait, tu as le choix entre ces deux mentalités. Et moi, j'étais là pour, je vais kiffer, je vais y aller et je le vis qu'une fois dans ma vie. Miss France, c'est qu'une fois dans la vie. Et j'ai tout fait pour arriver jusqu'à là. C'est pas maintenant en l'IA que tu vas tout lâcher. Donc après, avant l'élection, pour déterminer les finalistes, en fait, il y a un entretien. Un entretien avec plus de 9 jurys. Et ça se passe en même pas 2 minutes, quelque chose comme ça. Donc t'arrives en robe de soirée, tu te prépares toute seule pour voir en fait comment déjà tu te présentes. Ils vont jusque-là. Ouais, jusqu'à là. Donc à l'époque, c'était Sylvie Tellier qui était la présidente. Et il y avait vraiment toute l'équipe Miss France, équipe de TF1 aussi, qui te regarde, qui t'observe. Donc 9, 10 jurys. Là, tu commences le jugement. Là. Le jugement. Directement, tu arrives, il y a une croix, tu dois te mettre là. Et là, ils te posent directement des questions. Ok. Des questions-réponses. Et c'est pour te tester comment tu réponds, comment tu penses de ce type de sujet, pourquoi tu représentes ton île. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Après, tu défiles et après, tu repars. Et là, tu sais pas. Tu sauras, en fait, le jour de l'élection, si t'es passé ou pas. Ah ouais, ok. Non, là, tu sais pas du tout. C'est une préélection. Et vu que Mayotte n'a jamais été dans les finalistes, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Mayotte ne passe toujours pas, en fait? Et donc, je me suis dit, je vais y aller cette fois-ci. Ok. Peut-être ma bonne étoile, on ne sait pas, mais je vais y aller à fond. Et ça s'est bien passé. Là, c'est un entretien qui a duré 2 minutes. J'ai vu des sourires, j'ai vu des questions, j'ai répondu correctement. Je me suis dit, en l'IA, au moins, tu ne regrettes pas, tu as fait le taf. Et le jour de l'élection, il y a le show. Donc, c'était vraiment très speed parce qu'on devait regarder qu'un seul point rouge, donc la caméra. Et c'était en direct, quoi. Donc, tu n'avais pas le droit à l'erreur. Donc, si tu tombes, tu tombes. Si oui, là, il n'y a pas de... C'est pas comme maintenant, là. C'est pas en direct, Non, quoi. c'est pas... Voilà. Donc, si tu tombes, tu assumes, tu te relèves, et je sais pas. Et le jour où Jean-Pierre Foucault appelle les finalistes, du coup, j'entends Guadeloupe, j'entends La Réunion, j'entends Nord-Pas-de-Calais. Enfin, j'entends pas Nord-Pas-de-Calais, mais... J'entends toutes les autres régions qui passaient. Je me suis dit, bon... C'est fini, quoi. C'est pas grave, hein. Au moins j'ai kiffé. Au moins j'ai eu des cadeaux, on va dire. Voilà. J'ai passé un bon mois. Un bon mois, et voilà, retour à la réalité. Et là, on me dit... et là, j'entends Jean-Pierre Foucault... Non, plutôt Sylvie Tellier qui dit Mayotte. Ouh là là. Je dis Mayotte? Parce que moi, j'avais pas préparé mon discours ou quoi que ce soit. Je me suis dit, je passerai... Enfin, je passerai... Ouais, t'étais pas partie gagnante, quoi. J'avais cet esprit où j'allais me donner à fond, mais tellement je pensais que Mayotte n'allait jamais passer que je me suis mis quand même ça à l'intérieur de moi, même si je voulais pas y croire, mais il y avait cette pensée-là. Et on m'appelle Mayotte, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais dire 2020, Miss Mayotte est passée parmi les 15 finalistes. Je me suis dit, incroyable. Franchement, à l'intérieur, j'ai pensé à ma famille, parce que ma famille ne pouvait pas venir. On avait droit qu'à 2-3 personnes, vu que c'était la période du Covid. Ma mère, elle me regardait à distance de Madagascar. Ma mère et ma grand-mère. Mon père, ils t'ont regardé aussi. De là-haut, du coup. Et tout Mayotte, du coup. Et tout Mayotte qui me soutenait. Et il y a du coup ma tante et quelques cousines qui sont venues. Et là, c'était... dans ma tête, je me dis, mais c'est une réussite. En l'IA, tu l'as fait. Et donc voilà, après le discours, tu passes une deuxième étape pour les 5 finalistes. À partir de là, c'était les votes du public. Et à Mayotte, c'était déjà 4h, 3h du matin. Je me suis dit, j'espère qu'il y a des personnes qui vont assurer. Parce que là, ça y est, t'y crois, là. Ouais, parce que tu passes du mode
j'y croyais pas trop, Ouais, voilà, ouais. je l'ai fait, mais Ouais. il y a une Il y possibilité a une là. possibilité, tu y crois quand même, tu te dis, ah, mais... Donc, je continue le show et après, bah, les 5 finalistes, j'étais pas là, j'étais pas appelée. Ok. Mais pour moi, c'était une victoire, déjà. Bah oui, Déjà tu es pour... allé plus loin déjà que toutes les personnes qui représentaient Mayotte et même une réussite personnelle. ouais, c'est une réussite personnelle et en même temps, en fait, ça t'apprend énormément de choses dans la vie. Et pour moi, Miss France, ça m'a appris la rigueur parce que 6 heures du matin, 6 heures 19 du heures. matin, midi, et en même temps, même dans l'organisation, je suis devenue ultra carrée après. Ah ouais, ok, Ah oui, oui. ça aide pour ça Ça, va loin. ça va loin, ça aide vraiment dans plusieurs choses. Et dans quoi je suis ressortie grandie, c'est dans ma mentalité de warrior, je suis devenue plus combattante et Ok, plus dans l'esprit. Quand je fais quelque chose, je le fais, je suis organisée, je reste motivée. Et donc oui, ça m'a appris ça. Miss France, ça m'a appris le côté aussi de prendre soin de soi, ok. la confiance en soi, parce que ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu des problèmes de timidité avant. Ah ouais? Ouais. Toi, tu es timide. Oui, Ok. je suis timide, ça se voit pas, mais oui, beaucoup de timidité parce que j'étais un peu une personne introvertie, Oui, réservé, réservée. qui parle pas J'osais à pas trop n'importe qui ou à n'importe où. déranger Ouais, je comme ça. comprends. Je sais pas si t'es comme ça à l'époque quand t'étais venue. Bah, c'est le fait que je pense que tu as dû rester beaucoup seul dans la période 15-18 ans, non? Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. En C'est ça. fait, tu t'es tellement débrouillarde dans ton monde Mm, mm, que ben, tu t'es peut-être pas trop ouvert aux gens. Et mm. après, c'est difficile, tu vois. Moi aussi, j'ai été timide et je Ouais, comprends ce ouais. que tu ressens. Donc, ça m'a vraiment appris sur la confiance en soi, Ok. même le fait de parler en public aussi, parce que c'est un grand travail et personne n'a la capacité. C'est pas quelque chose. Il y a des gens qui ont cette capacité de parler facilement, c'est Oui. inné. Et il y a des gens où ils apprennent. Et moi, Oui, il y a j'ai eu besoin. le deuxième côté où j'ai appris, en fait, tout simplement. Et c'est à travers mes expériences et à travers mes échecs. Quand j'ai fait les Miss, bah, comme je t'avais dit, j'étais première Ouais. dauphine, échec sur échec sur échec sur échec. Et là, tu arrives à la réussite. Tu te dis, c'est bon, j'ai appris quelque chose. J'en tire des leçons sur ça. Donc voilà, donc c'était une bonne expérience. Je l'ai très bien vécue. Et j'ai été beaucoup soutenue aussi par les Ok. Mahorais, par la France, par des amis. Et ça, ce sont des souvenirs qui resteront à tout jamais gravés dans mon cœur, quoi. Bah, écoute, ça a l'air d'être une très belle expérience émotionnelle pour toi quand même. Ouais, Il y a jusqu'à le côté maintenant. papa, tu vois, enfin, c'est quand même ton envie d'aller retrouver tes sources qui t'ont amené à faire Miss France quand même. Enfin, tu vois, c'est Mm, le chemin que tu as pris. mm. Enfin, bravo, hein. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus quand j'étais à Mayotte. N'oublie jamais d'où tu viens. Tu trouveras ça sur mes réseaux. C'est une Ok, vidéo que j'ai réalisée à Mayotte où je mettais en avant la culture mahoraise et je mettais en avant aussi la femme mahoraise qui je suis. ok. Et cette vidéo a beaucoup parlé aussi. Les jeunes filles se sont reconnues en fait en moi et j'étais tellement fière de ce projet. En tout cas, il faut que Ouais, tu je fasses un petit regarderai. tour dessus. C'est Euh, J'aurais une question qui en sort du côté un peu émotionnel, mais ouais. on est dans un monde qui est un peu dur dans le jugement. Et des fois, c'est très difficile pour les femmes parce que moi, je suis beaucoup sur les réseaux et je trouve des fois que les gens sont très durs dans le jugement des femmes. Dès qu'une femme fait quelque chose sur les réseaux et surtout quand elle réussit, Mm. toujours je sais pas si c'est plus des garçons ou des femmes qui le font, mais en tout cas, je vois beaucoup de gens haineux qui vont aller parler du physique. Et pourtant, c'est des gens qui ne font pas spécialement des vidéos pour parler de physique ou qui montrent leur corps, ce genre de Mhm. choses. Mais être jugé sur son physique, c'est pas difficile quand même, parce Je- que c'est quand même pour moi le jugement le plus dur qu'on Exactement. peut percevoir des autres. Exactement. À chaque fois, bah, devant Miss France, c'est la première chose que tu vois. Tu juges une fille à travers son physique. Ah, elle est belle. Ah, elle est moche. Ah, elle a un nez comme ça. Et oui, ça impacte, mais il faut se préserver. Parce que, Il faut être bien entouré. Il faut avoir un fort mental aussi, parce que moi, quand j'ai fait Miss Mayotte, oui, j'ai eu des critiques ah ouais, ok. sur mon physique.
Mais on dirait que c'est indéniable. En fait, dès que tu vas te montrer, tu auras toujours des critiques sur le physique. Et même quand c'est pas Miss France. Hein. De toute façon, mais que c'est tu dur. réussis, Moi, que tu réussis pas, tu auras toujours des critiques. Les gens, en fait, je sais pas si c'est une mentalité française ou pas, je sais pas. Ok. Les gens, ils sont toujours là pour critiquer, pour dire des choses négatives. Au lieu de dire bravo, tu as réussi, bravo, c'est très rare. C'est ce que je vois en tout cas. Hein, c'est la dernière Miss France. ouais. Je me rappelle pas de son nom, mais elle a été critiquée pour ses cheveux quand même. Oui. Mais je trouve que c'est abusé quand même. Enfin, les gens, ils vont loin quand même dans la critique, parce qu'en plus, maintenant, c'est 10 fois plus facile qu'avant avec les réseaux. Sur Twitter, c'était Twitter, très méchant, j'ai vu. Mais je trouve il faut quand même avoir les reins solides pour pouvoir supporter ça. C'est ça. Parce que moi, des fois, je peux m'énerver quand je reçois un commentaire sur ce que je dis. Mais sur le physique, ça doit être plus dur quand même. Sur le physique, parce que sur le physique, on met de côté tout ce que tu penses. On t'attaque juste sur ton apparence. C'est ça, alors que Miss France, en fait, il y a aussi ce côté intellectuel où maintenant les filles sont jugées à travers leur background intellectuel, qu'est-ce qu'elles ont fait dans leur vie et qu'est-ce qu'elles vont apporter aussi pour la France. C'est plus maintenant que sur le physique. Mais après, la Miss qui a gagné récemment, elle a fait un très très bon discours. Elle a fait quelque chose. Ah, c'est excellent. Petit fou rire normal, parce que un de nos collaborateurs qui travaille avec nous est en train de taper sa sieste tranquillement. C'est Miss France qui te... Je pense qu'on l'a fatigué. Mais Non, mais en tout cas, oui, sur les critiques, oui, il y en a plein. Il faut juste être forte mentalement et se dire que n'y pense pas. Il ne faut pas penser au jugement ou quoi que ce soit. Et dans tout ça, tu as l'air d'être quelqu'un de très forte, une personne souriante, une personne qui a envie, persévérante. Je reprends tous les mots-clés. Mais toi, quand même vécu un burn-out. Ah oui. Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi. Le burn-out. Pourquoi tu as été dans une phase comme ça, après tout ce que tu as vécu quand même? Je l'ai vécu à mes 25 ans. Ok, donc il n'y a pas longtemps. En fait, après l'élection de Miss France, j'ai repris mes études tranquillement. J'ai validé mon Master 2 en alternance. Donc, en fait, j'ai pris la décision de reprendre mes études, de travailler, d'être dans le monde du salariat ou même dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il y avait deux possibilités à Miss France. Soit tu es mannequin, soit tu deviens influenceuse et tu fondes aussi ton image de marque, etc. Donc, tu es ton propre... T'es entrepreneur. Ou soit tu continues les études ou tu travailles. Donc, pour moi, les filles, en tout cas, elles ont le choix en 3 possibilités. Ou soit tu as comment dire ça, en fait, ça peut être opportunité un tremplin, qui vient tremplin. Voilà, une opportunité. Donc, après mes études, je l'ai validé. J'ai décidé de partir à l'étranger parce que je me suis dit, bon, il faut que j'ai une expérience à l'étranger. Je dois développer mes connaissances en anglais. Je parlais déjà en anglais, mais je voulais que ça soit régulièrement, quoi. D'accord, tout le temps dans mon mode de vie. À fond, quoi. À fond. Donc, je suis partie à l'étranger, un poste à responsabilité pour une grosse boîte. Et au départ, c'était excitant. Tu te dis, mais waouh, à mes 25 ans, j'ai tout ça. Le boulot. Tout se passait bien, quoi. Et au fur et à mesure, en fait, tout simplement, j'ai atteint ma limite. J'ai atteint ma limite, que ce soit au niveau professionnel. Professionnellement, c'est-à-dire que je me donnais trop. Je rentrais chez moi et je continuais de travailler, ce qu'il ne fallait pas faire. Pour moi, je voulais rendre quelque chose de très bien. Parfait. Et que le lendemain, on a une réunion, que tout est carré. Et je voulais vraiment être cette personne idéale, même au boulot. Je voulais être aussi cette personne idéale aussi chez moi. D'accord. Donc, du coup, dans mon chez moi quand j'étais à l'étranger. Et je voulais être cette fille qui est
parfaite, en fait, sur tous les niveaux. Ok. Et il arrive qu'il y a des péripéties dans la vie, il y a des épreuves de la vie où tu ne peux pas contrôler. Il arrive que tu n'en peux plus au boulot. Ok. Il arrive que, tout simplement, tu te retrouves seul aussi dans un pays étranger et que tu n'as pas de repères. Ok. Ça m'est arrivé quand je suis arrivée à 15 ans, toute seule, etc. Mais j'avais quand même, tu vois, ma tante. Donc, j'avais Il y avait un petit repère. Là, j'avais aucun repère. Et donc, quand tu te retrouves en galère, tu es face à toi-même. Et tout simplement, je n'en pouvais plus. C'est quelque chose où je contenais en moi parce que, vu comme tu as dit, j'ai cette âme de guerrière, de battante. Je me suis dit, c'est rien, c'est pas grave. Continue, le lendemain, ça va bien se passer. Mais j'ai encore cette boule au ventre ou ce mal-être en moi. Je me suis dit, Enlia, ça va, c'est rien. Allez, continue encore. Tu minimisais ce que tu vivais. Oui, c'est ça. Continue encore, bosse encore à fond. Allez encore. Bon, si tu te sens seule, c'est pas grave. Appelle ta mère, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. En fait, dans ma tête, c'est ça va bien se passer, ça va bien se passer. Jusqu'au jour, en fait, le corps te dit, Enlia, ça va mal se passer pour toi. Si tu n'arrêtes pas un petit moment, tu vas mal finir. Et en fait, mon corps a craqué. Tout simplement, j'ai connu ce que c'était une crise d'angoisse, une crise d'anxiété. Ça se montre comment, en fait ? Ça se montre par des tremblements, ça se montre par des nervosités, ça se montre par des... Vertiges ou pas ? Des vertiges aussi, oui, c'est ça. Et après, tu contrôles même pas tes mots, ça se montre sur plein de choses et tu as des idées où je n'étais plus moi-même, en fait, tout simplement. Une crise d'angoisse, je le vivais, je me suis dit, mais le lendemain, je me dis, mais qu'est-ce que je vis là ? Qu'est-ce que je vis Qu'est-ce là ? qui se passe ? Et donc là, j'ai compris que c'était un burn-out, en fait. D'accord. Et moi, la Enlia qui veut toujours, allez, problème, solution. Là, mon corps, il n'en pouvait plus. Je dis, mais là, Enlia, tu sais quoi ? Prends quelques jours, rentre en France, pose-toi... Libère-toi l'esprit. Libère-toi l'esprit et pose-toi les bonnes questions. Je suis rentrée en France, dépression totale. Je ne mangeais rien. Je n'avais pas goût à la vie, en fait, tout simplement. Je voulais voir personne. Je voulais juste être seule. Et je pleurais tous les jours. Waouh. Et tout ça, en fait, c'est une accumulation du boulot, de l'entourage, de plein de choses et même des épreuves de vie qu'on ne peut pas contrôler. En fait, moi, je suis quelqu'un où je veux tout contrôler, que tout se passe comme moi j'ai prévu, mais là, c'était pas possible. Non. Donc là, je me suis dit, mais Enlia, tu vas faire quoi ? Tu veux continuer comme ça ? Je suis revenue, du coup, à l'étranger, où j'étais. Et je me suis dit, j'ai pris un carnet. La première chose, j'ai pris un carnet, j'ai posé les pour et les contre. Ah, ça c'est bien, à l'ancienne. À l'ancienne. Ok. La carnet, les pour et les contre. Allez, dis-nous, c'est quoi les pour ? Les pour ? Pour le pour, pourquoi je resterai dans ce pays ? Tout simplement, c'est l'opportunité. Ok. L'opportunité de malade. J'avais un très bon poste. Ok. Un très bon poste, très bien payé. J'avais un grand appartement, j'étais bien, j'étais dans un très bon quartier. Les pour parce que aussi j'étais maître de mes mouvements, j'étais seule, même si ok, il y a le côté solitaire, mais voilà quoi, c'est une opportunité, c'est ça le pour. Je voulais pas gâcher d'autres opportunités qui pouvaient s'ouvrir à moi. D'accord. Et le contre il y en avait beaucoup. D'accord, c'était tout ce qui t'est arrivé en fait. C'est tout ce qui m'est arrivé et en même temps, je me retrouvais plus. Et mon corps a dit que Enlia, t'as craqué, donc il faut que tu fasses quelque chose. Ok. Et j'ai démissionné. Bravo. Moi, je dis bravo. Pourquoi ? Parce que tous les jours, je me base sur les réseaux sociaux pour expliquer aux gens qu'en fait, aucun salaire, aucun travail ne vaut leur santé mentale. Que moi, par exemple, avant, j'étais un acharné de gagner de l'argent. Je voulais devenir riche, je voulais devenir le plus beau, le meilleur, le plus fort, contrôler ma vie. C'était matériel. Ouais. C'était tout est pour. Et
j'ai créé ma société, j'ai une 30aine de salariés, j'ai mal géré, mauvais management. Ma course après l'argent, s'est transformée en plus de vie. Et Ni familiale, ni personnelle. Même au boulot, j'étais devenu nul. J'ai fait quoi? J'ai fait faillite. Après ma faillite, j'ai fait un burn-out. Et je l'ai retenu une chose, c'est qu'en fait, plus tu veux en faire trop, moins tu en fais. c'est ça. Et qu'aujourd'hui, en fait, on a la capacité, on a ce pouvoir de pouvoir choisir ce qu'on peut faire si on peut, et travailler de manière intelligente pour ne pas mettre en danger sa santé mentale. Parce que le temps, quand il part, il ne revient pas. Non. L'argent, quand il part, il revient. Et le truc, c'est que si ton corps, tu le mets en difficulté, t'as qu'une santé. Et toi, ce que tu as vécu, c'est un peu ça, en fait. C'est que tu voulais tout maîtriser. Tu voulais gagner pas spécialement beaucoup d'argent, mais tu en gagnais bien. Tu avais tout l'aspect matériel qui était géré. Tu voulais en faire trop, donc c'est pour ça tu travaillais tard, tu rentrais le soir, tu travaillais. Et pour toi, c'était devenu normal. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je dis que la motivation d'une personne ne se mesure pas au nombre d'heures qu'elle effectue, mais elle se mesure par la qualité de son travail. Ce n'est pas être feignant que de partir à 17 heures, c'est surtout en fait de pouvoir profiter de la vie. Parce que peut-être que si tu n'avais pas fait ça et que le soir, tu partais à 17 heures, 18 heures, que tu allais faire ton sport, que tu voyais des amis, que tu te créais un lien social et que tu faisais plein de choses qui n'avaient rien à voir avec le travail, et que le lendemain, tu revenais au travail, ça allait être autrement. Ça allait être autre chose. Tu allais être plus performante et mieux dans ta vie. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Toi, tu as quand même eu un parcours de vie qui n'a pas été simple au départ. Tu as quand même fait des choses compliquées. Tu as fait Miss France, donc tu as eu ton truc 6h, 19h acharné, et tu as pu te retrouver dans cette situation-là où tu as mis en danger ton corps quand même. Ouais, parce qu'en fait, je ne connaissais peut-être pas mes limites, parce qu'à chaque fois, même dans mes études, j'ai fait des études en gestion, finance au départ, et après, je me suis dirigée dans le marketing digital, après dans le design branding. Je m'intéresse vraiment à tout. Je suis une autodidacte aussi de l'audiovisuel. D'accord, je touche à tu aimes tout. ce monde. J'aime ce monde-là. Et en fait, je n'avais pas cette limite où je me suis dit, Anlia, tu vas craquer, tu ne vas plus y arriver. Parce que tu t'es oubliée. Je me suis oubliée. Et là, quand j'étais à l'étranger, je me suis carrément oubliée. Je pensais plus à mon boulot, je pensais plus à autre chose, à mon entourage, etc., qu'à moi-même. Et c'était triste à dire, parce que là, maintenant, j'ai l'image de moi où je me regarde, en fait. Ok. J'ai cette image où je regarde la Anlia d'il y a quelques mois. Ouais, il y a quelques mois, ça fait même pas un an. Et d'ailleurs, juste une question, tu as envie de lui dire quoi? Que tu vas y arriver, et que rien n'est détruit. Tu vas plus te relever, et tout va bien se passer. N'aie pas peur de l'échec, n'aie pas peur de tout perdre, n'aie pas peur de tout perdre, tout ce que tu as construit, parce que tu vas avoir quelque chose de meilleur pour l'avenir. Ah c'est beau ça, parce qu'en même temps, tu te parles à toi, mais tu parles aux personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans ce genre de situation, qui se sont oubliées, ou qui s'oublient, ou qui vont s'oublier. Ouais. Donc ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, c'est très important, retrouvez-vous. Et parce que après cette démission, en fait, j'ai pris au moins 5 mois pour moi. 5 mois où je me retrouvais face à moi-même. Et parce qu'en fait, j'ai totalement perdu confiance en moi après cette dépression. J'imagine. Je n'arrivais même plus à me regarder dans le miroir, je n'arrivais même plus à parler, tout simplement, à avoir un échange avec des personnes, parce que je me suis totalement renfermée. Et je me suis retrouvée avec moi-même. Je me suis dit, Anlia, qu'est-ce que tu aimes faire? Là, pense à rien, qu'est-ce que tu aimes faire? Et j'ai commencé à tout simplement lire, j'ai commencé à faire du sport, et j'ai commencé à faire des vidéos. Allez. Et tu as commencé il y a longtemps, ça? J'ai commencé plus exactement en juin, quand j'ai eu mon burn-out, en fait. Ça a été une petite source de
comment on peut le dire, pour te reconstruire quand même. Ouais, j'ai eu mon burn-out en mai, plus Ok. précisément. Et un mois plus tard, comme je t'avais dit, j'ai démissionné, j'ai tout quitté. Je suis revenue en France fin juin. Donc j'ai commencé les vidéos parce que pour moi, c'était comme une sorte de thérapie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une sorte de thérapie pour moi-même parce que j'aurais bien aimé que des personnes me disent tous ces conseils, en fait. J'aurais Mais vraiment bien on aimé. a Et un du point coup, commun, c'est exactement pour ça que je fais des vidéos, moi. oui, C'est c'est pour pour que ça. les gens, ils évitent de faire les mêmes bêtises que nous, quoi. Exactement. Et en tout cas, tu donnes de très bons conseils. Et Merci. franchement, pour le burn-out, j'ai commencé à te suivre justement par rapport à ça. Et tu en parlais beaucoup sur ton profil LinkedIn. Et comme le hasard fait que là, on se retrouve Ah tous bah, les deux. bah, écoute, moi, j'ai vu des vidéos de toi où tu parles beaucoup de santé mentale. Mais c'est général, c'est pas qu'au travail. C'est général Je dans vois la que vie tu de en tous les fais jours. une priorité dans ta communication sur les réseaux. On en parle beaucoup en ce moment. Parce On- que, enfin, pas que nous. Enfin, nous, on en parle parce que, voilà, on a ce vécu. Mm. Mais je trouve que la santé mentale, c'est devenu, et j'en suis content, une priorité dans la com, surtout dans le monde du travail, où les entreprises commencent à prendre conscience que si elles ne font rien, plus personne ne voudra travailler avec elles. C'est ça. Et maintenant, c'est quoi même être un bon manager? Parce que les bons managers, ce sont des personnes humaines, en fait. Parce que tout simplement, je vois le management toxique, il y en a beaucoup. Parce que tout simplement, ils ont des ordres du supérieur, ils doivent juste l'appliquer. Il n'y a plus le côté humain. C'est pour ça que tout le monde se bat, en fait, tout simplement. Et être un bon manager, ça s'apprend. Et il faut se Alors, je suis former. complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé manager.fr. C'est en réalité les 90% de causes, comme tu disais, de management toxique, Mm. c'est par le manque de compétences et de formation. Bon, Ça. après, il y a les managers toxiques qui sont... il y a les toxiques. Ça veut dire que tu auras beau leur faire des formations, ils seront toujours toxiques, tu vois, Ouais, parce parce que que c'est... j'ai un ami qui s'appelle Hicham Abari, qui a dit un jour que le management bienveillant ne peut pas s'apprendre. Parce que si tu es pas bienveillant de Oui, nature, de voilà. nature, ça Et il s'apprend. a complètement raison. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe, parce que ça existe beaucoup, il y en a qui font genre que ça n'existe pas, le management toxique, c'est que il faut remettre l'humain au cœur de l'entreprise Mm. et qu'il faut comprendre que chaque personne qui travaille dans ton entreprise peut avoir des émotions. C'est ça. Et il y a des personnes qui peuvent être fatiguées. Et quand une personne est en bas, l'objectif du manager, ben, c'est de la faire remonter. Et si Exact. tu n'as pas cette capacité-là et que dès qu'elle est en bas, en fait, ça devient une mauvaise personne et qu'il faut s'en débarrasser, il faut que tu changes de métier, que tu arrêtes le management. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis très dur dans le management parce que j'ai été mauvais manager Mais comme quoi, après l'échec, et que tu as j'ai compris que compris que... moi, quand j'avais ma société, si j'avais pu écouter Mhm. mes salariés, si j'avais... Alors, je n'étais pas méchant, moi. Je n'étais pas le gars qui parle mal, enfin, comme je suis maintenant, mais j'avais pas la compétence. J'étais pas très compétent et j'étais pas formé pour faire ça. Mhm. Et du coup, ma société a fait faillite. Mais je suis persuadé que si j'avais mis l'humain au cœur de la société, ma société n'aurait pas fait faillite. Et derrière, j'ai vécu un burn-out. Et moi, je plains tous ces managers qui sont en place et qui ont une pression d'au-dessus. Parce que en général, le manager toxique, il est Ça vient toxique parce d'une qu'au-dessus, pression on est pareil au-dessus. avec lui et Exact. qu'on lui, on l'accompagne pas. Parce Mhm. qu'à la fin, c'est lui qui va tout perdre. Parce qu'il va tomber malade. Mhm. J'espère pas pour lui. Mais enfin, voilà, quoi. Donc, ouais, bravo pour ce que tu fais sur les réseaux. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens sur la santé mentale? C'est quoi La, le message que tu fais passer? la santé mentale, c'est tellement vaste. Oui, c'est vrai que c'est vaste. C'est très vaste. Après, un sujet en particulier qui m'intéresse, c'est plutôt dans la confiance en soi. Parce Ok, que c'est ce que, quand j'ai vécu le burn-out, c'est ce que j'ai perdu. Tout simplement, je me suis plus reconnue. Je d'accord. n'avais plus confiance en moi. Et
C'est quelque chose du coup que je dégage maintenant sur les réseaux sociaux, c'est croyez en vous, croyez en vos potentiels, faites des erreurs, échouez, ce n'est pas grave, parce que demain vous allez vous relever. Et tous les jours c'est comme ça. Tous les jours en fait, c'est une journée, c'est pas linéaire en fait. Une journée, tu apprends, tu échoues. Et moi, ce que j'ai appris dans la vie, c'est à travers mes échecs que je me suis relevée. Et c'est ça que je souhaite tout le temps passer comme message sur mes réseaux sociaux. Croyez en vos potentiels, brillez. Vous êtes fait pour de grandes choses dans votre vie. N'écoutez pas les autres parce que l'entourage, ça compte. Quand on écoute trop son entourage, quand il y a des mauvais conseils ou quoi que ce soit, tu t'adaptes, tu te dis, ah oui, peut-être qu'il ne faut pas faire ça, mais il faut s'écouter. Le plus important, c'est s'écouter soi-même. Écouter aussi son entourage quand même pour avoir un avis. Mais le plus important, la décision, c'est toi. C'est toi qui dois le mener. Donc, c'est ça que je développe aussi sur les réseaux. Je parle aussi beaucoup de relations humaines, relations amoureuses. Je parle vraiment de tous les domaines. Ouais, de toute façon, ça fait partie de la santé, enfin, du développement personnel. Et l'amour, l'amitié, le travail, c'est quand il y en a un qui ne va pas, ça peut mettre en difficulté tout le reste. Exactement. Et quand je reçois des messages des jeunes filles qui me suivent depuis le monde des Miss, oui, Enlia, tu as beaucoup évolué, merci pour tes vidéos, ta vidéo m'a rendu de bonne humeur, ta vidéo m'a appris que je devais quitter, par exemple, une situation qui était toxique. Donc, pour moi, en fait, je suis tellement fière de la personne que je suis devenue et je suis tellement fière d'aider aussi d'autres personnes parce que c'est dans ma nature. Dans ma nature, c'est de partager, d'aider. Je suis comme ça et je pense que j'aurai beaucoup de projets autour du développement personnel sur cette année. Et peut-être... En tout cas, moi, si un jour tu as besoin de quoi que ce soit et faire des collaborations, des trucs comme ça, n'hésite pas. Hein. Avec plaisir. Et pourquoi tu as dit, pourquoi pas faire un livre? C'est ça que tu allais dire? Exactement. Ah bah. Ouais, exactement. Pourquoi pas faire un livre? On verra au fur et à mesure. C'est à travers l'expérience que... Pour écrire un livre, il faut beaucoup d'expérience. C'est à travers l'expérience que ce que j'ai vécu, etc. Okay. Et c'est un projet, en tout cas, que je garde en tête. Et voilà. Et aujourd'hui, en tout cas, bravo pour ça, parce que 26 ans. Oui, 26 ans. Tout ce vécu déjà. Et c'est quoi la suite? La suite. Est-ce que tu as un objectif bien précis, quelque chose? Parce que moi, j'interviewe beaucoup d'entrepreneurs, hommes, femmes, même des jeunes, des moins jeunes. Et est-ce que tu as envie d'entreprendre? Bah, ça tombe bien cette question parce que tout simplement, là, je suis en train de fonder mon agence de communication digitale avec mon associé. OK. Et qui s'appelle Adventum Worldwide. OK. Donc, c'est une agence de communication digitale qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est acquisition client. OK. Donc, ça va être un accompagnement 360 du branding parce que pour qu'une entreprise marche, il faut que l'image de marque soit au top. On est d'accord. Ensuite, de la production audiovisuelle, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis passionnée par cela et j'accompagne les gens du coup dans la création de contenu et dans l'acquisition client. Donc, tout se passera pour que ton entreprise marche, il faut aussi être connu, il faut avoir de la visibilité. Donc, l'acquisition client passe par la publicité en ligne. Donc, je suis spécialisée dans tout ce qui est Google Ads, Meta. D'accord, OK. Donc, ça va être vraiment un accompagnement 360 et ce projet va bientôt naître, bientôt. Ouais. Et alors, dis-nous, en tant que jeune entrepreneur, c'est quoi les étapes que tu es en train de mettre en place là, pour créer ton entreprise? Ça veut dire, est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué? C'est quoi tes difficultés? Les difficultés, en fait, quand tu es entrepreneur... En fait, c'est un monde où tu ne connais rien d'abord. T'es perdu parce que tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas comment il faut faire, tu sais pas... T'es perdu au niveau juridique, au niveau de l'administration. L'administration, c'est chiant. T'es perdu même au niveau de tes idées parce qu'il y a de tout maintenant, en fait. Il y a de tout, tu peux trouver tout sur le marché actuel. Mais comment se différencier?
C'est ça la problématique, en tout cas pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est quelle est la différenciation, quelle est ta plus-value. Ok. En trouvant cela et en ayant confiance en ton projet et en ayant ce dynamisme et la persévérance, ça va marcher. Et donc, la difficulté pour moi, c'était vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure... Ça y est, t'as j'ai dit quoi? Moi, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'était quoi la difficulté? C'était la partie. Non, la difficulté pour moi, c'est vraiment la juridique. partie administration et vraiment trouver la différenciation où tu sais pas où tu vas. Il faut juste être bien guidé et il faut pas hésiter aussi à demander. Je suis d'accord. Il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est ça, parce que la plupart du temps, tu te dis, je vais fonder mon entreprise, je vais être solo, de toute façon, ça va bien se passer, je vais faire ça. Non, demande à des gens qui ont réussi, demande à des gens qui ont échoué, qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est là où tu as cette maturité, et c'est ce que je fais maintenant. Je demande en fait à mon entourage, comment vous avez fait? Quelle est votre difficulté? Comment vous pensez... atteindre votre objectif, c'est quelle est la problématique de votre marque, par exemple. Je demande aussi à des potentiels clients quelle est la problématique. Donc, franchement, demander, c'est le plus important. Moi, je dis toujours, entreprendre, c'est mettre sa passion au service des autres. C'est ça. Et tant que tu es passionné par ce que tu fais et que tu es épanoui, bah, tu vas le faire ressentir aux autres et automatiquement, les gens vont venir. Et du coup, tu t'y connais un petit peu en personal branding ? En personal branding, oui, parce que j'ai fait un master creative design branding. Oh yeah! Oh yeah! Donc oui, je me connais un peu. Après, c'est large aussi, hein. Personal branding, le logo, la typographie. Alors aujourd'hui, tu sais, dans l'une des plus grandes différenciations qu'on puisse avoir en tant que marque, entreprise ou entrepreneur, c'est sur le côté humain. Et les réseaux sociaux sont maintenant les premiers vecteurs de communication pour les entrepreneurs et pour les marques et les produits, les services. Et aujourd'hui, les gens vont plus aller acheter des produits chez une personne qu'elles vont pouvoir s'identifier à elle. Par exemple, toi, le jour où tu vas avoir ton entreprise qui fonctionne, le personal branding, en fait, les gens, s'ils vont t'acheter ton produit, ils t'achèteront pas ton produit, c'est toi qu'ils achètent. Ouais. Et c'est à ça que ça sert. Et que moi, je donne toujours ce conseil-là, c'est commencer sur les réseaux sans vouloir vraiment vendre quoi que ce soit. Montrez-vous tel que vous êtes. Moi, je dis toujours que, je vais me répéter parce qu'aujourd'hui, pas sur ce podcast, mais l'équipe qui est autour ont dû l'entendre 20 000 fois aujourd'hui, cette phrase. C'est quelle phrase ? Il vaut mieux être détesté pour son authenticité que d'être aimé pour une vie inventée. Et ça, pour moi, ça, c'est la base de tout branding personnel, pas personnel, marketing, ce que vous voulez. Parce que plus tu vas te montrer sur ton vrai jour, bah, plus tu vas être aimé, mais aussi détesté. Et si on veut être aimé, il faut accepter d'être détesté. C'est beau comme phrase. Je sais. Ah oui. Non, mais le personal branding, Merci. comme tu as dit, c'est très beau. Le personal branding, comme tu as dit, c'est toi d'abord. Il faut avoir un bon storytelling. C'est ça. Et la sincérité de l'histoire. Et c'est pour ça que dans mon agence, je vais vraiment proposer les 3 points clés, le personal branding et l'accompagnement aussi audiovisuel. Parce que pour se faire reconnaître, oui, tu es obligé de passer par ça. Passer par quelque chose ou même raconter son histoire. Et en même temps, la visibilité, pour se faire reconnaître, il faut investir aussi. Mais écoute, moi, j'ai commencé sur les réseaux il y a 2 ans. Oui. Et j'ai commencé par un réseau professionnel qui s'appelle LinkedIn. Et quand j'y suis arrivé, tu sais que moi, à la base, j'étais gérant de pressing. Ça fait 2 jours que je ne suis plus gérant de pressing. Mais, 2 jours ? Ouais, 2 jours. J'ai arrêté l'activité. Mais rien à voir par rapport au réseau, c'est économique. Okay. Mais positif. Hein. Et j'ai dit, je vais aller raconter toute mon histoire à un moment sur les réseaux. Et j'ai commencé par LinkedIn. Mais j'aurais jamais cru au départ que mon histoire à moi allait intéresser d'autres. Moi, mon seul objectif, c'était d'apporter de la motivation un petit peu aux gens. Et ça a très vite pris. Et aujourd'hui, tu as commencé quand exactement ? J'ai commencé, ma première publication sur les réseaux, c'était en avril 2021. Ah oui. Et j'ai commencé à être vraiment actif en décembre 2021, quoi. Voilà.
Et j'ai commencé par ce réseau. Et sur Instagram, TikTok, YouTube, j'ai commencé vraiment en juin 2023. Et maintenant, tu comptes combien Je de compte plus. followers? Tu comptes plus? Non. Sur LinkedIn? Sur LinkedIn, j'arrive à 300 000 abonnés. Ah oui. Et tu aides les entrepreneurs aussi? En fait, moi, je n'apporte pas de l'aide spéciale. Moi, je partage mon expérience, Mhm. mon passé, mon présent, mon futur. Je partage mes échecs, mes réussites. Je donne mon avis, je fais des constats, je dis ce que je pense, je suis libre. Et mon seul objectif, c'est d'apporter de la motivation, mais pas tout est beau, tout est rose et tout. Non, c'est comprendre dans quelle galère tu es, Mhm. commence à trouver des solutions, et c'est là où tu vas te sortir de la merde, et c'est ça le vrai optimisme. Et c'est ça que je veux apporter avec une communication. Moi, je suis quelqu'un qui communique toujours de manière simple. Je ne complique pas les choses. Les gens, de toute façon, sur les réseaux, je l'ai compris, ils ne veulent pas du compliqué. Si tu veux dire quelque chose, tu le dis directement. Il ne faut sans pas passer par mille chemins, ça ne sert à rien. Et les 3 quarts du temps, c'est du one shot. Donc autant aller à l'essentiel. Et j'ai commencé par motiver les chercheurs d'emploi. Ensuite, j'ai commencé à parler de management parce que, en fait, je parle beaucoup aux managers. Moi, je ne parle pas aux managers. Je leur dis, en gros, faites attention à ce que vous faites parce que déjà, vous faites du mal à vous, faites du mal aux autres. Et je reçois plus de messages de managers qui me disent merci ou comment on fait pour mieux manager. Et tu proposes une formation? Alors moi, je ne fais pas de formation, je ne fais pas de masterclass. On fait des interventions en entreprise, on va parler avec les gens, on va essayer de comprendre c'est quoi les problématiques. Et je ramène toujours à l'humain. Voilà. Mais il y a beaucoup de monde que je refuse parce que tu sais que tu vas y aller pour rien. Et que c'est juste pour dire on a fait une petite intervention. Et on fait des conférences. Et moi, je communique beaucoup sur la marque employeur. En gros, si ça se passe bien chez toi, autant communiquer pour pouvoir recruter mieux et aussi avoir des clients. Donc, voilà sur les réseaux ce que je propose. Et toi aussi. Donc, je suis content parce qu'on a des activités qui se ressemblent. Ah oui, c'est ça. J'espère qu'on collaborera. Et j'ai fait mon... Vas-y. Continue. Non, c'est... Et en parlant de conférences, on t'a dit conférence, j'ai eu les yeux qui brillaient comme ça. Parce que c'est quelque chose en fait qui m'a toujours intéressée parce que dans la conférence, c'est un moment d'échange et de partage avec les gens. Et j'ai fait mon premier petit conférence pour une marque et j'étais entourée tout simplement de 15 personnes. Mais pour moi, c'était grand parce que c'était un échange, c'était un partage d'expérience. Et ça m'a toujours en fait captivé ces moments-là et c'est ce que j'en rêve de faire des conférences. Si plus tard, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est réaliser des conférences. Écoute, on va faire en sorte que tu y arrives alors. C'est réaliser des conférences. On va arriver à la fin de ce podcast. Moi, c'était un grand plaisir de te recevoir. J'ai passé un super bon moment. Je pense que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent vont avoir beaucoup de choses à apprendre. On a parlé de burn-out, on a parlé de santé mentale, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de Miss France, parce que c'est entreprendre aussi quand même. On a parlé de vie, pas d'amour, pas d'amitié, pas tout ça, c'est pas grave. On en parlera peut-être sur un ancien. Tu as parlé beaucoup d'échecs. Moi, je dis toujours que l'échec, c'est de l'entraînement et que les gens vont réussir. Ce sera d'ailleurs sûrement le titre de mon livre. Moi, j'aimerais juste te poser une dernière question. C'est qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi après ce podcast? Tout simplement, j'aimerais qu'on retienne de moi les échecs que j'ai eus pour que les personnes ne reproduisent pas les mêmes erreurs que moi. Tout simplement, je suis une personne qui fait passer un message, je fais passer mon histoire, et mon histoire peut inspirer beaucoup de monde, et ils peuvent en apprendre aussi de cette histoire. Donc c'est ça que j'aimerais que les gens retiennent. Bravo, merci, c'était un grand plaisir, et merci à toute l'équipe qui est autour de nous. Merci à qui toi. nous a fait vraiment un beau rire, on a incroyable. fait plein de choses. Merci à Workers pour la logistique et à Pipedrive pour le sponsor. Et merci à toi pour l'invitation, Avec grand plaisir. Réel plaisir. Merci beaucoup.